Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui pour ce podcast show organisé par ACAST et le Grand Contrôle. Donc pour une table ronde qui s'appelle À l'écoute des chefs. Je suis Louise Lespard, je vais animer la conférence. J'anime le podcast La Clé des Champs. Je pars dans les fermes rencontrer les agriculteurs pour qu'ils nous racontent leur parcours, leur quotidien, leur motivation et puis surtout qu'ils nous disent comment sont produits les aliments qu'on consomme au quotidien. Voilà, La Clé des Champs sur toutes les plateformes. Fin de l'autopromo. Maintenant, on va passer donc à l'écoute des chefs. J'ai la chance d'être accompagnée d'invités de haut vol. On va passer 45 minutes ensemble environ et ensuite il y aura un temps de questions-réponses. Donc on a avec nous Zazie Tavitian. Bonjour Zazie, qui a le podcast Casserole dans le ventre et qui a aussi sorti une série Le monde de la cuisine a-t-il loupé son MeToo que je vous recommande vivement. Ensuite, on a Julie Gerbet. Bonjour Julie. Bonsoir. Du podcast À Poil. Et notre restaurateur du jour, Nicolas Allary, des restaurants Olibelli. Bonsoir. Alors, pour démarrer cette table ronde, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous présenter votre podcast ? On commence dans l'ordre où tu nous as présenté. Oui, allez go. Merci beaucoup pour l'invitation. Tu m'as déjà bien présenté. Moi, je suis journaliste spécialisée dans l'alimentation. Et une grande partie de mon activité, c'est le podcast. Et que tu as bien cité. Donc, Dans le ventre, c'est celui que je fais en ce moment avec Sony, où je ne parle pas de chef, mais où je rencontre des artistes qui me parlent de ce qu'ils mangent. Et on va manger au restaurant ensemble. L'idée, c'est de faire un peu leur portrait à travers ce qu'ils ont dans leur ventre. Casserole, c'est 2 saisons que j'ai fait sur Binge Audio, 2 saisons différentes, mais dont la dernière, c'était des tables rondes où on parlait de sujets liés à l'alimentation, où j'ai invité parfois des chefs, parfois des agriculteurs, parfois des experts et expertes. Et effectivement, cette série que j'ai fait cette année pour Programme B sur Binge Audio, qui était plutôt une enquête pour comprendre ce qui se passait dans le monde de la restauration, notamment pour parler des violences en cuisine, où j'ai interviewé plusieurs chefs et chefs. Moi, j'ai le podcast À Poil, donc, que j'ai créé en janvier 2018. L'idée, c'était d'interviewer des chefs de les amener à se confier et à les rencontrer un petit peu plus intimement, passer environ 1 heure, entre 30 minutes et plus d'1 heure avec eux, à discuter de leur cuisine, mais de ce qui les inspire, de ce qu'ils ont dans le ventre. Pour reprendre le titre, c'est né d'une envie, d'une frustration que j'avais en tant que journaliste, où j'interviewais des chefs assez longuement pendant 1 heure et je ressortais 3 phrases dans un papier, et j'avais envie de donner accès à ce que je pouvais découvrir des chefs. J'avais envie de donner accès au public à ce matériel-là. Donc ça fait 4 ans, je crois, et ça continue. Parfait. Et Nicolas, je te laisse te présenter. Moi, je suis définitivement le plus petit poisson ce soir. J'ai un petit podcast parce qu'avant tout, comme tu disais, je m'occupe des restaurants Olibelli. Ça prend déjà pas mal de temps. Et en fait, par extension, j'étais un peu comme Julie. J'étais un peu frustré. Des fois, j'avais des super bonnes conversations avec des copains de la restauration, pas forcément que des chefs, mais voilà aussi des restaurateurs ou des gens de la salle ou voilà des gens. Et puis c'était assez informel, ils passent, ils mangent un morceau, moi je passe à la table, salut, ça va, blablabla. Et ça pouvait partir dans des conversations des fois hyper intéressantes. Et je me disais, merde, c'est con, on vient vraiment d'avoir une conversation cool. Et elle était juste pour nous et ceux qui étaient à table, etc. Et je me suis dit, il y a un truc à faire venir ces gens, essayer de recréer ces conversations. Et comme je disais, moi c'est plus on n'est pas produit, il n'y a pas de démarche vraiment. C'est très humble dans sa forme en fait. Mais du coup c'est cool. Je pense qu'aussi les restaurateurs ou les gens de salle ou les gens de ce métier qui viennent
discuter un peu, sont détentes, savent que c'est un petit podcast avec moi, ça va pas aller très loin. Mais bon, j'y prends du plaisir et puis ça me permet, égoïstement, ça me permet de passer du temps avec des gens que j'aime bien et de creuser un petit peu. Et puis ça permet, je trouve que les gens aussi, je sais pas si vous avez ces retours-là, mais les gens sont assez friands de ça. On parle un peu du métier, on parle un peu de comment ça se passe et donc c'est gagnant-gagnant, quoi. Moi, ça me fait beaucoup, ça me plaît beaucoup de faire cet exercice-là et les gens qui écoutent sont hyper contents de pouvoir apprendre des trucs sur la restauration qu'ils connaissent pas forcément. Voilà. Carrément. Alors justement, la gastronomie, elle a toujours été au centre des préoccupations françaises, mais depuis le confinement particulièrement, les gens ont cuisiné chez eux, on voit des émissions de cuisine partout à la télé. Est-ce que pour vous, le podcast, finalement, il a suivi cet élan-là ? Moi, il a explosé pendant le confinement. Et après le confinement, et après, c'est un peu retombé comme un soufflé, où les audiences sont vachement retombées. Enfin, si on peut parler d'audience, en tout cas, c'est vrai que les gens ont eu beaucoup de temps pendant le premier confinement, notamment, où ils se sont retrouvés. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés au chômage, sans activité. Donc, ils ont eu le temps, du temps pour eux, du temps qu'ils n'avaient pas forcément avant, et ils ont récupéré. Ils ont pris le temps de découvrir de nouvelles choses. Après, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un petit peu retombé. Je ne sais pas si tu as cette même sensation, Zazie. Moi, j'avais pas un podcast. Moi, je change tout le temps de format. Mais ceci dit, je me rappelle au début où toutes les deux, on a lancé nos podcasts respectifs. On s'était vus, on avait discuté. C'était il y a 4 ans, il y a longtemps, dans un café. Et je crois à ce que tu disais, l'envie en tout cas, de parler autrement, peut-être de la cuisine, de prendre le temps pour rencontrer des chefs, pour les entendre. Ce que tu disais, Nicolas, aussi de ne pas entendre que des chefs, mais c'est hyper important aussi tous les autres métiers qui sont autour dans la restauration. Ça s'est fait un peu... pour moi, cette envie de parler différemment de la cuisine, ça s'est fait aussi un peu avec le lancement du podcast, enfin de ce mouvement-là. Et c'était un média qui permettait de faire ce pas de côté, c'est-à-dire de pouvoir prendre plus le temps, de pouvoir proposer des formats peut-être moins traditionnels, d'être plus libre dans les formats qu'on choisissait. Et voilà, là on le voit, je pense tous les trois, on est aussi... J'allais dire, on a moins de 40 ans, on est en tout cas dans ces âges-là. Si. C'est aussi peut-être une volonté de notre génération de parler du monde de la cuisine et de la restauration différemment. Et le podcast, c'est un super format aussi pour le faire. Voilà, qu'on soit dans des maisons, produites par des maisons comme Binge, ou qu'on le fasse tout seul. On a quand même, comme toi, tu as commencé aussi en le faisant vraiment ta volonté. Je continue toute seule également. Je pensais que tu étais avec elle. En fait, c'est un partenariat effectivement que j'ai avec eux où ils diffusent en avant-première. C'est plus un apport d'audience que, c'est un partenariat quand même, mais il n'y a pas de soutien financier derrière. Mais oui, ça apporte une liberté totale sur le fond et la forme, sur ce qu'on a envie de raconter. Et t'es pas lié, on t'impose pas un format. Et là-dessus, c'est une grande liberté. Puis ça permet de découvrir, tu l'as dit Zazie, de nouveaux chefs, de les découvrir autrement, et plutôt qu'on voit toujours les mêmes finalement à la télé, le podcast il permet ça. Nicolas, toi en tant que restaurateur, c'est quelque chose que tu apprécies, que ce média il apporte ce nouvel éclairage ? Complètement. Ce qui est cool avec le podcast, et je pense que c'est pour ça que ça a vraiment explosé, c'est ce côté un peu indé, garage. On peut soit on le fait très bien et il faut des équipements, etc. Mais on peut aussi faire un podcast avec pas grand-chose. Et je pense que tout le monde se sent du coup créatif, capable de faire des trucs. En une après-midi, on a compris comment ça fonctionne. Donc c'est hyper libérateur. Et puis comme vous disiez, il n'y a pas de limite de temps, ce qui est parfait pour moi parce que j'arrive jamais à faire des petites phrases. Oui, et puis il faut dire que ton podcast fait plus de 2 heures pour beaucoup d'épisodes. Et c'est de pire en pire en fait. C'est de pire en pire. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, non, c'est absolument horrible. Et du coup, ça dure. mais bon, voilà, en fait, c'est la preuve qu'on peut faire exactement ce qu'on veut. Et au final, ça coûte rien à personne. C'est indépendant. Il y a des gens qui
moi, je suis un peu gêné. Je dis bon, voilà, il est là. Excusez-nous, il fait 3 heures et tout. Et en fait, non, c'est cool, ça, on prend le temps, c'est bien. C'est une conversation. Voilà, bref. Et ce qui est cool avec le podcast, c'est cet aspect aussi main libre. C'est-à-dire que voilà, boum boum, on met les écouteurs, on fait ce qu'on veut et on passe un moment ensemble. Et je pense que c'est pour ça que le podcast aussi plaît autant, parce que c'est pas comme se caler et regarder un truc où là vraiment, il faut s'immerser. Il faut se donner à 100% à ce qu'on est en train de faire, avec les yeux, avec les oreilles. Avec le podcast, voilà, on cuisine, on fait ce qu'on a envie de faire. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça plaît autant. Et je vais prendre ma casquette de la podcasteuse qui fait découvrir le monde agricole, mais je trouve aussi c'est une thématique de toutes les deux. Et Nicolas, son podcast est en anglais. Et pour l'instant, mais je vais le faire en français bientôt. Oui. Ouais, je ne vais pas à mon grand niveau, mais je trouve qu'aussi le podcast permet de... Parce qu'à la télé, on voit toujours la technique des grands chefs, et c'est très concentré là-dessus, alors que le podcast, on se concentre aussi plus sur le produit, sur les producteurs, sur le monde agricole, sur les fournisseurs. Et je trouvais que c'était quelque chose qui revenait beaucoup aussi. Moi, je crois que c'est un peu ce qu'on disait. C'est ce que disait Julie, c'est qu'elle avait envie de faire quelque chose qu'elle pouvait peut-être pas faire dans d'autres médias. Je pense qu'au moment où j'ai lancé mon podcast, moi, j'avais aussi cette envie de parler de cuisine différemment, ce que je trouvais pas forcément dans la presse écrite et pas toujours forcément à la radio, même s'il y a des choses superbes qui existent. Et je pense que ça permet ça aussi, c'est-à-dire de pouvoir parler effectivement de chefs, mais de pouvoir en parler autrement et effectivement pas avoir que les 5 figures étoilées qu'on voit tout le temps à la télé, ou les 2 mêmes femmes qui représentent toutes les femmes en cuisine. Ça, on le voit bien dans le podcast de Julie. C'est génial parce qu'elle a plein de femmes différentes qui sont pas forcément dans des grands restos, mais qui sont dans des restos super. Et ça apporte aussi plus de réalité sur ce qu'est plus de diversité sur ce qu'est la réalité de la cuisine. Et puis d'aborder les sujets. La cuisine, elle est forcément, de toute façon, le monde de la gastronomie, il est lié à notre société et ses avancées, ses problèmes, elles sont complètement corrélées. Donc ça permet aussi de le réancrer dans ces réalités-là. Et voilà, c'est ça qui me plaît dans ce format-là. Très bien. Et Julie, toi, les chefs, est-ce qu'ils acceptent facilement tes invitations et ils se livrent facilement aussi ? Ils acceptent facilement. Il y en a peu qui ont refusé. Il y en a un, je crois. Des noms. Mais je l'ai relancé il n'y a pas longtemps. Il me dit oui, c'est vrai, je réfléchis, je vais peut-être accepter. Mais ils se livrent facilement, pas toujours. C'est vrai que j'attends aussi beaucoup. Enfin, j'attends quand même qu'il y ait une espèce de rencontre qui se fasse. Il faut être dans des dispositions. Des bonnes dispositions, autant eux que moi. Et des fois, je ressors un peu frustrée parce que je trouve que enfin, en tout cas, moi, ce que j'avais envie de faire, de les amener à se livrer, ça l'a pas fait. Et des fois, j'en parle assez librement avec des gens, je sais, qui écoutent régulièrement et qui peuvent avoir un avis là-dessus en disant tu vois, là-dessus, moi, j'ai trouvé que j'avais pas réussi à le faire sortir du discours aussi. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de le faire sortir de faire sortir les chefs ou les gens que j'interviewe du discours un peu préétabli ou du dossier de presse. Ce que je dis, tu vois, quand c'est pour me réciter une leçon un peu bateau, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est d'aller explorer quelque chose de plus sensible. Mais ça marche pas toujours. C'est qu'il y a une histoire de feeling. D'ailleurs, moi, avec des agriculteurs, ça m'est arrivé des fois au téléphone où je sentais que ça passait pas forcément le courant. Pas souvent, mais 1 ou 2 fois, le courant passait pas forcément. Et du coup, je donne pas suite parce qu'effectivement, si les gens sont pas à l'aise avec nous, en fait, ça donne rien. L'intéressant du podcast, l'intérêt, c'est ce côté un peu intime, le fait que les gens se livrent. Et parfait. Et alors toi, Zazie, tu as même décidé que la gastronomie, en fait, elle pouvait en dire plus sur des artistes avec ton podcast Dans le ventre que tu avais avec Sony. Tu me disais, on peut raconter beaucoup de choses sur les gens avec l'alimentation. Tu peux nous raconter un peu la démarche ? Moi, c'est une démarche que j'ai depuis longtemps. Et c'est le premier podcast que je faisais, Casserole. J'allais voir des gens qui étaient plutôt, pour le coup, pas ni des chefs, ni des artistes. C'était essentiellement soit des gens de ma famille, soit des gens que je connaissais d'un peu loin. Et l'idée, c'est qu'ils fassent une recette et que ça raconte un peu des choses sur eux. Et ça marchait bien parce que...
Parce qu'en fait, je trouve que quand on cuisinait ensemble, donc quand on cuisine, on a tendance peut-être un peu à oublier qu'on est interviewé. On raconte des choses de soi quand on parle de ses recettes d'enfance, de sa façon de s'alimenter. Et pour Sony, oui, donc c'est un podcast que je fais avec la maison de disques Sony, donc c'est soit des artistes Sony, soit des artistes qui ne sont pas forcément des musiciens, mais j'ai fait avec Pénélope Bagieux, la dessinatrice de BD, ou la journaliste Rokhaya Diallo. Et là, c'est aussi réussir à les inviter, ça, c'est leur expliquer, en fait, on va manger ensemble et vous allez me raconter ce que vous mangez quand vous étiez enfant, et ça prendra 1h30. Voilà, donc il faut déjà qu'ils comprennent le concept. Super. Voilà. Mais je vous invite à manger, c'est un peu la carotte. Mais effectivement, là aussi, on sort de l'interview très basique, voilà, des questions un peu typiques qu'on leur pose habituellement. J'ai le souvenir d'avoir fait avec un rappeur, par exemple, qui, je pense, ne comprenait rien à ce que je voulais faire et était interviewé que par des médias de rap. Il est arrivé, ils étaient toute son équipe, donc 10 mecs. J'ai dû leur dire, allez dans la chambre, on va manger que tous les deux. C'était un peu laborieux au début, mais en réalité, c'était génial parce que raconter ce qu'il mangeait enfant, là où il a grandi, ça lui permettait de raconter plein de choses par un biais un peu détourné qu'il n'aurait peut-être pas raconté normalement. Et c'est aussi tout l'enjeu de réussir à leur faire raconter ça. Et donc du coup d'être et il y a des rencontres ratées, moi je trouve qu'ils sont aussi qui parlent aussi des personnes qui racontent quelque chose où j'ai souvenir d'avoir fait d'avoir un peu eu ce sentiment de rater, enfin je sais pas si ça a pu te faire pareil, et finalement qui raconte beaucoup de la personne, enfin de son caractère. Donc finalement aussi elle se livre pas de la façon où tu l'attends, où tu aurais aimé qu'elle se livre, mais tu lis entre les lignes d'autres choses. Ouais, mais ça, c'est... ce rappeur en question, il y a des gens qui l'ont écouté en me disant mais il répond pas. Alors que moi, j'ai trouvé ça génial parce que je trouvais qu'il avait été au maximum de ce qu'il pouvait donner. Et voilà, sa maison de disques, c'est fou, il s'est vachement livré. Mais d'autres gens qui écoutaient me disaient mais t'as galéré, ma pauvre. Le mec te répond ouais, t'as capté tout le temps. Mais en vrai, moi, je trouvais ça vachement bien de sortir de sa zone de confort. Et effectivement, de toute façon, c'est... Voilà, une interview, c'est un peu cliché, mais c'est une rencontre. Parfois, tu peux pas être ami avec les gens que tu interviews. Tu n'es pas forcément dans un échange ultra fluide, mais c'est aussi le risque à prendre. Et de toute façon, c'est ça quand tu te rends compte dans la vie. Donc, quand tu l'assumes, tu déculpabilises de ce côté. J'aurais pu lui faire dire plus. Voilà. Mais je te trouve plutôt douée parce que j'ai écouté l'épisode que tu as fait avec Ben Mazué, le chanteur, et il y a des fois où il est un peu surpris de la question, de l'intimité de la question, et puis finalement il y va, et c'est vrai que ça permet de découvrir les gens différemment. Après, il y a aussi le montage. Du coup, tous les moments trop gênants peuvent être coupés. C'est quand même l'avantage de faire du montage. Mais parfois, un peu ou... en fait, parfois, je me dis, vraiment, le montage, c'est un truc où tu pourrais te donner que le beau rôle, enlever vraiment tout ce qui est les moments gênants, la rencontre qui peut être un peu spéciale. Et moi, je me dis, c'est pas mal de déculpabiliser aussi l'auditeur, et d'assumer que c'est comme la vie, quoi. Il y a des moments c'est gênant, à des moments tu crois avoir rebondi un truc hyper pertinent, et en fait l'autre en face va te dire pas du tout. Du coup, je garde un peu aussi ces moments-là. Parfait. Et Nicolas, toi, est-ce que le fait que tu aies ton podcast et tu sois restaurateur, l'un enrichit l'autre? Est-ce que tu apprends des choses pour ton restaurant? Quand tu interviews, après tu rentres et tu dis à ta femme qui est chef dans ton restaurant, j'ai eu une bonne idée, j'en ai discuté. Disons qu'on se rassure mutuellement, en fait. Je pense que c'est plus une sorte de groupe d'alcooliques anonymes des restaurateurs, et du coup c'est un peu en mode toi aussi ça t'est arrivé ça, donc c'est d'un point de vue, je sais pas si j'ai appris ou retiré des trucs d'autres, mais en tout cas il y a ce côté, et c'est le retour que j'ai souvent des gens qui écoutent, ils me disent genre waouh, on écoutait ça et ça nous a fait du bien parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul à avoir. C'est vrai que c'est difficile, il y a des journées cool, il y a des journées moins cool, il y a des galères, etc. Et c'est vrai que moi je fais pas de montage parce que j'ai la flemme et j'ai pas trop le temps, et du coup je me dis que si je fais trop, en fait j'ai envie de faire du montage, j'aimerais faire des trucs cool et tout, mais si je fais ça j'aurai pas le temps et je vais arrêter en fait. Donc c'est plus important pour moi de continuer et d'en produire et d'en sortir plutôt que d'essayer de enfin j'aurai pas le temps, et donc du coup on partage, voilà. Donc après, vu que le format est long et vu qu'il est
brut, on parle de beaucoup de choses et c'est vrai que les gens moi j'ai une toute petite base d'audience, hein. C'est beaucoup de gens qui ont des restaurants ou des business, etc. Et c'est vrai que le retour qui vient souvent, c'est genre ça nous a fait beaucoup de bien d'entendre qu'on n'était pas... En fait, les gens, je pense que tout le monde est dans son petit truc, se sent très tout seul quand ils sont en train de gérer des galères, etc. Et peut-être que nous, des fois, on peut être perçus au Libelli d'une manière à se dire les gens, bah, tout va bien, ça roule, il n'y a pas de galère, ils sont solides, etc. Et en fait, quand je raconte qu'il m'est arrivé X ou Y, eux aussi, ils ont des galères, etc. Donc à ce côté un peu cathartique, un peu genre on crève l'abcès tous ensemble, on se raconte qu'il n'y a pas que des bonnes journées, il y a des moments galères, etc. Il y a aussi des très bons moments. Et je pense que c'est plus ça l'utilité de mon petit podcast. Que vraiment de partager des informations pertinentes parce qu'il n'y en a pas tant que ça, mais il y a ce côté Sur 2 heures, je suis sûre qu'on peut en retirer quelques-unes quand même. C'est plus en mode on est un peu tous dans le même bateau et je pense que quand tu finis de l'écouter, ça te remet un petit coup de ok, ça va, je suis pas tout seul. Tu dois avoir aussi des entrepreneurs qui veulent se lancer. Oui, pas mal de ça aussi, des gens qui veulent se lancer. On essaye de partager un max d'infos qui normalement on partage pas trop, les chiffres, les budgets, combien coûte X ou Y. Là, il y a un gros tabou sur l'argent. On parle pas trop de chiffre d'affaires, bénéfices, ce genre de choses. C'est vrai que nous, on essaye et je dis nous, mais je suis vraiment tout seul. C'est pas un gros truc, hein. Du coup, j'essaye de parler de tout. Et je pense que c'est apprécié. Et je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui ont faim d'informations. Enfin, je sais pas. Si vous avez déjà eu le cas, mais quand tu veux ouvrir un restaurant, quand tu dis ok, c'est ça que j'ai envie de faire, etc., et que tu googles, moi je l'ai fait, hein. En 2013 j'ai tapé comment ouvrir un restaurant sur Google, il y a rien, il y a vraiment rien, il y a pas d'infos. Business plan restaurant. Ah ouais, il y a rien que genre comment faire, etc. Il y a pas de vidéo YouTube, il y a rien. Donc du coup, autant pour mettre une vis dans un mur, il y a une vidéo YouTube, autant pour ouvrir un resto, il y en a pas. Et du coup, maintenant il y a le podcast. Et maintenant il y a le podcast. Et c'est vrai que les gens qui ont envie d'avoir des infos, ils vont écouter mon podcast. Alors après, les pauvres, ils sont obligés d'écouter tout le reste pour avoir des petites infos. C'est comme quand tu cherches de l'or avec un tamis, quoi. Il faut vraiment tamiser longtemps pour avoir un mais ça se mérite les Voilà, bons ça se conseils, mérite. hein. Mais bon, au bout de 3 heures, tu peux peut-être en retirer 2-3 trucs intéressants. Ouais. Mais ça, moi, je trouve que c'est hyper important ce que tu dis sur la forme. C'est-à-dire que moi, il y a des personnes qui veulent monter leur podcast et qui me disent mais comment faut faire ? Est-ce qu'il faut avoir un producteur, un réalisateur ? Et en fait, ce que tu dis, c'est hyper important, c'est que si tu te mets trop de contraintes, que tu veux le faire tout seul et que c'est pas ton activité rémunératrice, t'es pas financé par un studio de podcast ou que par ailleurs tu enchaînes les piges ou je parle en cas de journaliste et tu as du mal à gagner ta vie. Moi, je trouve ça mieux de le faire comme ça, d'une façon spontanée et de te lancer et de ça ressemble à ce à quoi ça ressemble et de pas te mettre des barres trop haut parce qu'après si tu commences à monter, à vouloir être dans un rythme aussi très régulier, c'est une bonne façon de ne pas continuer, quoi. Puisqu'il n'y a pas que le podcast. Après, donc tu fais ton épisode. Donc déjà, ça peut te prendre beaucoup de temps. Donc il y a contacter la personne. Si tu fais venir du monde, organiser le truc. Après, faire le podcast en soi. Déjà, essayer d'être à peu près intéressant, faire un truc structuré. Après, tu peux avoir toute la partie post-production si t'es chaud. Et après, il faut publier. Et après, il faut aussi faire toute la partie derrière, communiquer, promo, dire aux gens que ça existe, relancer, couper des petits extraits que tu vas poster, etc. Enfin, franchement, ça peut être un plein temps. Moi, je peux complètement imaginer que ce soit un double plein temps, quoi, si tu veux le faire bien et voilà. Et donc moi je sais que c'était un complément, donc je peux pas faire trop. Moi je compte une journée par épisode à peu près, 4 heures chez l'agriculteur, 2 heures de montage, 2 heures de promo systématiquement. Mais ce que tu disais, c'est très juste sur le podcast, qui est génial quand même, si jamais un jour vous voulez en lancer un, c'est qu'il suffit d'acheter un peu de matériel et de se lancer comme ça en fait. Et c'est un des rares médias qui permet de... Moi c'était pendant le confinement, j'ai acheté un Zoom, j'ai contacté les gens et puis go quoi. Il y a besoin de rien, pas de savoir-faire technique, pas beaucoup d'investissement et ça permet de rencontrer des gens. C'est aussi une excuse pour partir à la rencontre, vous de chefs, moi d'agriculteurs, du ministre de l'Agriculture que j'avais interviewé par exemple. Mais ça c'est une opportunité monstrueuse aussi qu'offre le podcast. Carrément. Parfait. Vous êtes d'accord, c'est impeccable. Et alors après, je voulais parler d'un sujet un petit peu plus sérieux. Enfin, non pas que c'était pas sérieux ce qu'on faisait jusqu'à présent, mais c'est la place de la femme dans la gastronomie et dans le monde de la cuisine. Ça revient souvent, Julie, quand j'écoutais le podcast que tu as enregistré avec la chef Olive Davout, exactement. Elle le disait être une femme, c'est juste que ça fait perdre du temps, il faut batailler 2 fois plus, faut prendre du temps pour prouver. Zazie, toi tu vas nous raconter ta série Le monde de la cuisine, a-t-il manqué son MeToo et puis Nicolas, on serait intéressé d'avoir ta vision là-dessus puisque toi c'est ta femme qui cuisine dans vos restaurants.
ça a l'air particulièrement difficile d'être une femme aujourd'hui dans le monde de la gastronomie. De moins en moins quand même, je dirais. Après, bon, peut-être que j'ai aussi une vision faussée parce que je vais vers des personnes qui ont, enfin pas qui s'émancipent, mais qui ont pris leur liberté et qui choisissent aussi vachement où elles veulent travailler ou en tout cas où elles n'ont pas envie de travailler. Donc il y a de plus en plus de femmes, clairement les écoles sont pleines de femmes en cuisine, en pâtisserie mais aussi en cuisine. Donc petit à petit, ça se voit dans les restaurants de plus en plus. Je pense que le métier il devient aussi moins difficile sur les horaires, sur les conditions. Il y a des améliorations et il va y en avoir parce qu'il y a une pénurie aujourd'hui de personnel qui fait que ça va mener à une amélioration des conditions, sinon il n'y aura plus personne. Ouais. Mais bref, je sais plus. Oui, il y a beaucoup. Enfin, il y a en tout cas de plus en plus de femmes et qui sont super intéressantes. Moi, je leur donne la parole. Après, je choisis pas forcément femmes, hommes. En fait, j'interviewe des gens que j'ai envie d'interviewer. Il se trouve qu'il y a beaucoup de femmes dedans. Et tant mieux. Et toi, Zazie, tu peux nous raconter le travail que tu as fait du coup ? Oui, déjà sur ce que disait Julie, je trouve ça, effectivement, je trouve que au moins c'est que tu poses la question dans ton podcast souvent quand tu as des femmes, donc tu en as qui te répondent que pas du tout, que ça n'a jamais été un frein pour elles, mais tu laisses le débat ouvert et ça c'est bien juste de poser la question parce que ça permet aussi d'éclairer sur ce sujet. Et c'est marrant parce que j'écoutais la chef qui a fait Top Chef, Sarah, qui te répond non, moi j'ai jamais eu de soucis. Et puis qui ensuite dit bon, c'est vrai que chez Top Chef, on me demandait si j'avais mes règles quand j'étais énervée. Et c'est marrant parce que souvent quand tu interviews des chefs, elles te disent parfois bah non, moi j'ai jamais eu de soucis. Et puis après, elles te racontent une anecdote que tu te dis oui, bon, bah, quand même, c'est pas complètement égalitaire. Ouais. Mais oui, déjà, juste le fait de poser ces questions-là, je trouve que c'est important. Au moins, ça donne la parole si certaines ont envie de parler. Le fait d'avoir la parité, alors même si c'est pas forcément un calcul, tu le disais, toi tu as plein de femmes naturellement. Moi je me rendais compte quand je faisais Casserole et que je voulais interviewer des experts ou des expertes, etc., que je devais quand même prendre un tout petit peu plus de temps si je voulais que ce soit paritaire dans mes podcasts. Pas qu'il y ait moins de femmes, mais qu'elles sont moins mises en avant depuis longtemps et que beaucoup d'expertes vont dire bah non, moi je suis pas trop spécialiste du sujet, alors qu'elles le sont autant que d'autres hommes qui seraient interviewés sur ces sujets. Donc c'est juste avoir ça en tête quand tu es journaliste dans tes papiers ou dans tes podcasts, de te dire qu'en fait tu peux peut-être aller chercher un peu plus loin, comme tu vas chercher pas forcément les 5 chefs qui sont toujours en une des magazines, mais aller chercher aussi des expertes et des chefs féminines. Ouais, c'est vrai que finalement c'est la même démarche. C'est juste ouvrir ses yeux, regarder ce qui se fait et pas forcément se cantonner au premier nom qui va sortir ou au nom évident et d'aller chercher des chefs moins connus, des femmes, des gens issus des minorités, voilà, de vraiment se laisser la possibilité. Enfin, disons qu'il y a des talents partout. Il faut aller les rencontrer pour les mettre en lumière. Toi, Nicolas, le fait que ta femme soit chef, comment elle l'a vécu ? Vous avez eu 2 enfants aussi pendant l'aventure en créant les restaurants. J'écoutais le podcast que tu as enregistré avec Julie, justement. Ça a été quand même un peu rock'n'roll pour elle aussi. Complètement. Bah après, c'est toujours difficile de parler pour Sarah, mais du coup, bah, je sais qu'elle, en tout cas, elle essaye d'être ramenée à son genre le moins possible. En gros, c'est pas quelque chose comment dire, elle s'identifie pas uniquement au fait d'être une femme en cuisine. C'est pas. Après, souvent là, c'est vrai qu'en ce moment, et c'est vachement bien. Il y a vraiment un coup d'éclairage qui est mis là-dessus. C'est hyper important. Et c'est vrai que du coup, elle est sollicitée pour parler, etc. Et c'est vrai que voilà, elle cherche sa place là-dedans pour avoir les mots justes et savoir si c'est toujours bien justifié, etc. Mais en tout cas, elle a jamais souffert en cuisine, je le sais. Elle
Elle a toujours été dans des cuisines qui étaient assez bienveillantes, égalitaires, des petites structures. Et c'est sûr que nous, du coup, moi, ce que je peux raconter, c'est que quand on a ouvert le premier Olibelli, puis le deuxième, et qu'on est passé, donc au début, on était 4, et puis aujourd'hui, on est 32, et vient avec ça toute une question de culture, en fait, de culture d'entreprise. Et on a été prudent là-dessus. Et c'est vrai que quand on voit un CV, on n'est pas là avec notre petit boulier à dire un garçon, une fille. Mais on est content, par contre, de voir qu'assez naturellement, on a un joli équilibre qui est en place. On a quasiment autant de garçons que de filles. Des fois, on a plus de filles et moins de garçons. Des fois, on a plus de garçons et moins de filles. Et c'est intéressant de voir ce que ça crée sur une entreprise. En tout cas, je suis content de voir qu'il y a une prise de conscience sur tout ça. Nous, c'est vrai que des fois, on a un peu le sourire au coin des lèvres parce qu'on voit qu'en ce moment-là, il y a une sorte de grand 180 sur plein de choses à cause de, comme disait Julie, une grosse tension sur les embauches. Donc d'un coup, il y a une sorte de washing un petit peu qui se fait vite fait. On revoit un peu ses façons de faire, ses façons de parler, ses façons de rémunérer les heures sup, etc. D'un coup, on se rend compte qu'il faut réparer tout ça rapidement parce que le bateau est en train de couler. Bref, et du coup, voilà, nous, c'est vrai quelque chose qu'on a mis en place dès le début. Et donc, du coup, je suis toujours assez mal placé pour parler de ces choses-là puisque j'opère dans ma bulle de 32 et que chez nous, on prend soin de tout le monde. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que... tout ça, on parle beaucoup de tout ça en ce moment. Je pense que c'est bien. Je pense qu'il faut continuer d'en parler au maximum. Je suis toujours très fervent de transparence de toute façon, donc à tous les niveaux. Il y a eu Zazie pour nous parler de tout ça. Le reportage que tu as fait, par moments, il est édifiant. Moi qui suis extérieure à ce monde de la gastronomie, il y a certains établissements où c'était rude ce qu'on entendait. Comment il a été accueilli, le reportage, quand il est sorti par le monde de la gastronomie? En fait, c'est un reportage qui s'intitulait Le monde de la gastronomie a-t-il raté son MeToo? Donc c'était une question un peu peut-être provocatrice, mais l'idée c'était de comprendre aussi les dynamiques qu'il y a dans le monde de la gastronomie. Je parle du MeToo, mais en réalité, il y a aussi des chefs qui ont été interviewés, dont Éric Guérin, et c'était hyper intéressant de ce qu'il racontait sur son expérience, lui, en tant que jeune commis, puis chef étoilé, et son comportement qui avait évolué au fur et à mesure du temps. Donc l'idée, c'est de raconter un peu des dynamiques violentes qui peuvent avoir lieu dans les écoles de cuisine, qui peuvent commencer très jeunes, qui concernent tout le monde, mais qui peuvent être amplifiées quand on est une femme, ou quand on est racisé, ou quand on ne correspond pas, en fait, peut-être au modèle du chef blanc très viril. Et donc, c'était s'interroger là-dessus en interrogeant des chefs. Et puis, le deuxième épisode, je voulais interroger le monde du journalisme, parce que faire l'autocritique aussi de nos métiers, comprendre pourquoi parfois on parle que des assiettes, mais on ne regarde pas tout ce qu'il y a autour. Et c'est là aussi où c'est bien de dézoomer parfois du métier de chef et de raconter tous les métiers qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'un restaurant, il ne fonctionne pas sans le chef, sans les commis, sans les personnels en salle, sans les plongeurs, que c'est un écosystème. Et donc, du coup, quand on est journaliste, c'est aussi bien de s'intéresser à tous les métiers. Et ça, je pense que c'est des choses qu'on apprend aussi en faisant son métier. C'est-à-dire que peut-être je ne pensais pas de la même façon quand je suis arrivée dans ce milieu-là il y a 10 ans, disons, et qu'on apprend aussi à affiner sa façon de parler, à plus parler que des mêmes personnes. Et ça rend encore plus riche, selon moi, nos métiers. Voilà, donc c'était un peu 2 volets pour se questionner, mais avec un constat aussi que je voulais joyeux, c'est-à-dire que j'ai interrogé les filles qui ont fondé l'association Bondir, donc qui fait de la prévention dans les écoles sur les violences en cuisine. J'ai suivi leurs réunions, et en fait c'est aussi des jeunes chefs qui adorent leur métier, qui ont envie justement que ce métier-là perdure, qui se disent qu'il faut que les choses changent et que c'est pas grave finalement d'avoir fait des erreurs, que de toute façon, ça existe, mais que c'est le moment, en tout cas, le moment de prendre ce tournant-là pour se questionner collectivement et faire changer les choses. Et je pense que ça rejoint aussi le recrutement. Éric Guérin, lui, disait que voilà, dans ses cuisines, il a instauré quelque chose, un climat bienveillant, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et c'est intéressant qu'il le dise, en fait, que lui-même a reproduit des schémas nocifs et qu'un jour, il a pété un plomb et il s'est dit je vais faire autrement. Et il explique que du coup, il a beaucoup moins de mal à recruter. Et voilà, ça fait partie aussi d'un écosystème qui, je pense, ne peut faire... d'une réflexion qui peut faire que du bien à tout le monde.
Et Julie, est-ce que le podcast, finalement, il n'a pas son rôle à jouer pour faire évoluer tout ça, puisqu'il permet on l'a dit, on prend le temps d'expliquer, de raconter, et finalement, il met en lumière ces problématiques-là? Si, complètement. Effectivement, c'est un endroit où on peut parler un peu plus librement. Enfin, on essaye en tout cas de parler, de parler sans tabou. De tout ça, enfin, je sais pas si on fait avancer les choses, mais en tout cas, on en parle, on pose les questions. Je pense que, comme tu disais aussi, il y a beaucoup de chefs qui ont reproduit ce qu'ils avaient connu. Avec des chefs, les chefs qui ont 40 ans, qui ont été formés par des chefs de 50, 60 d'une autre génération. Aujourd'hui, les chefs de 20 ans qui ont été formés, qui sont formés par des chefs de 30, 40, voilà, les choses changent. On va vers plus de bienveillance, même si tout n'est pas parfait, mais on en parle aussi beaucoup, comme on disait. Donc on va vers des améliorations. Le chemin est encore long, hein, mais le chemin parcouru aussi est quand même positif. Donc faut être confiant, je pense. Ouais, puis le chemin, moi, je trouve, est énorme. Enfin, il y a eu un bond quand même dans ces questions-là, dont on n'en parlait pas du tout il y a quelques années. Non, et en l'espace de peu de temps, il y a au moins 2-3 ans, c'est vrai que c'est très, très récent. C'est très récent et le fait de plus prendre la parole dessus fait aussi prendre conscience à tout le monde que c'est pas normal. Et tu vois, même quand tu disais que les invités, effectivement, elles disent ah si, j'ai une petite phrase. En fait, je pense qu'il y a quelques années, on se disait que c'était pas grave. Aujourd'hui, on regarde les choses différemment. On se dit bah non, finalement, ça c'est une phrase qu'on devrait plus entendre aujourd'hui et bientôt qu'on n'entendra plus, j'espère. Parfait. Et ben on va passer aux questions de fin, parce que l'heure tourne et on a un timing à respecter. Ma première question, c'est quel est l'invité que vous avez préféré interviewer, tous les trois? Moi, je rigole parce que, en fait, en ce moment, on s'assoit avec des gens de mon staff et on discute. Donc, c'est des invités, mais c'est aussi du staff, des amis. C'est hyper mélangé. Tous, hein, franchement, moi une fois de plus, je commence. J'ai 13 épisodes, donc c'est vraiment le début. Et pour l'instant, à chaque épisode, j'ai eu du plaisir à parler avec ces gens-là. Il n'y a aucun moment où j'ai regardé la montre, où c'était plus en mode je regardais la montre pour se dire merde, c'est bientôt fini, et j'avais encore envie de parler de tout ça, quoi. Donc tous. Moi, il y a un nom qui vient. Il y en a, je pense. J'ai eu plein d'épisodes que j'ai apprécié et que j'estime un peu réussi. Mais voilà, il y a un nom qui est ressorti quand tu m'as posé la question hier. Tout de suite, c'était Florent Laden. Pourquoi? La rencontre s'est faite et tous les sujets étaient plus passionnants les uns que les autres. Donc voilà, c'était réussi aussi intellectuellement. Tout ce qu'il met en place, c'est super intéressant. Et voilà, il a complètement joué le jeu, c'est ouvert. Et voilà, c'est une très belle rencontre. Top. Et vas-y. Moi, c'est difficile de choisir aussi, mais je dirais peut-être Marie Caroger et Élodie Louchet, qui sont une vigneronne, et sa copine qui travaillent au domaine de la paonnerie. Enfin, Marie a récupéré le domaine de son père il y a 2 ans. Et c'était une super rencontre. On a parlé de la place des femmes dans le monde viticole, des femmes vigneronnes. Et c'est devenu des copines, donc c'est toujours une bonne chose. C'est-à-dire que c'est une relation qu'on a commencé autour d'une interview. On a été boire des coups après, et puis ensuite il y a eu plein d'autres choses qui se sont passées. Et ça, c'est quand J'ai même, le même problème avec les agricultrices. Ça finit souvent comme ça. Et ensuite, est-ce que vous pourriez, qu'est-ce que serait le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui aimerait lancer son podcast? Moi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, je pense c'est bien de savoir à qui on veut s'adresser, ce qu'on veut faire, et en même temps, faut pas non plus
je pense qu'il faut se lancer assez rapidement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de fonctionner. Je pense qu'il faut assez vite aller enregistrer et en fait assez vite faire parce que si on se laisse trop intimider par tout l'aspect technique, par exactement qui va être son audience, qui machin, on fait jamais rien. Et donc, ce serait plutôt le mauvais conseil de foncer tête baissée sans se poser de questions. Voilà. Moi aussi, je crois que c'est un peu ça. En tout cas, de faire une V1 pour se rendre compte de ce que ça donne. De l'enregistrer, de l'écouter, et de voir si ça plaît. Enfin, moi, je sais que je suis la première personne à qui ça doit plaire, donc ça permet déjà de se rendre compte de ce qu'on est capable de faire et de ce que ça donne. Je pense que c'est un peu dans cette ligne-là, en fait, et ça s'applique à tout. Pas qu'au podcast, mais quand on fait une carte de restaurant, quand on crée un restaurant, quand on choisit tout, en fait, tous les aspects de ce qu'on a envie de faire, même toute forme de contenu, son Instagram, etc. Je pense que c'est essentiel de faire les choses comme si personne n'allait écouter, en fait. Et quand on parle, même, moi je l'applique par exemple à mon Instagram, etc. Je réfléchis pas à qui regarde. Je me dis qu'il y a personne qui regarde, on s'en fout. Et les podcasts, c'est pareil. Si on commence à imaginer sa démographie, si on commence à imaginer la meilleure heure pour poster, si on commence à le format, la longueur parfaite, etc. Je pense qu'il faut vraiment, en tout cas moi quand j'enregistre un podcast, je me dis c'est pour moi. Tu te fais kiffer. Ouais, voilà, mais puis après si on a 500, 600, 800, 1000 écoutes, très bien, mais si c'est ça en fait l'objectif, le plaisir, si c'est d'aller rafraîchir ses stats et de voir qu'on fait 1000 vues, etc. Bref, je pense qu'on le fait pas le podcast pour les bonnes raisons. Donc le conseil à donner à quelqu'un qui veut faire un podcast, c'est de dire est-ce que déjà tu as vraiment envie de faire un podcast ? Et si tu as vraiment envie de faire un podcast, quelles sont tes raisons, quelles sont tes motivations ? Qu'est-ce que tu as envie de raconter ? Qu'est-ce que tu as envie de raconter ? Est-ce que tu as vraiment quelque chose à dire ? Ou est-ce que tu fais un podcast parce que tout le monde fait un podcast ? Enfin, c'est valable. Mais voilà, parce que moi, des fois, il y a des gens qui viennent me voir au restaurant en disant j'ai envie d'ouvrir un restaurant. Et c'est dur, mais il faut se dire, est-ce que tu as vraiment envie d'ouvrir un restaurant ? Est-ce que tu vois, etc. Donc, je pense que c'est important de se dire, voilà, quelles sont les motivations ? Est-ce qu'elles sont bonnes ? Est-ce qu'elles sont valides ? Et puis après, voilà, vraiment pas trop se prendre la tête. Et c'est comme vous disiez. Et puis, voilà, vraiment, ça marche pour moi de me dire, il y a personne qui écoute en fait. Et ça marche très bien. Parfait. Et dernière question, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter sur un de vos interviews ou une expérience ? Là, je viens de la trouver. J'étais en train de me refaire tous les trucs en disant est-ce que ça c'est bien. Et je pense que ça doit être une des premières interviews sonores que j'ai faites. C'était un podcast qui s'appelait Un micro dans le frigo. C'était l'ancêtre des podcasts. C'est-à-dire que c'était pour une plateforme de Radio France. C'était pas encore on n'était pas encore podcast. Et j'allais voir des gens connus pour leur demander ce qu'ils avaient dans leur frigo. Déjà un concept un peu bizarre. Et donc j'arrivais hyper timide avec mon concept bizarre. Oui, voilà, c'était faire leur portrait à travers ce qu'ils avaient dans leur frigo. Et j'avais été voir le chanteur de Pigalle, alors qu'il y a un vieux groupe de punk, le chanteur François Hadji Azzaro. Donc un peu les gros punks, mais au cœur tendre, quoi. Normalement, c'est bien ma cam. Et j'étais arrivée et il avait mis dans son frigo que des os de porc. Hein. Du coup, c'était vraiment... je pense que j'avais pas eu une réaction. J'avais fait... mais c'était... Voilà, il avait dû se dire, je vais faire peur à la petite journaliste qui a son concept bizarre. Et ça avait bien marché. Voilà, parce que c'est celui dont je me rappelle encore. Tu m'étonnes. Moi, c'est un souvenir d'un enregistrement avec Juan Arbalez où on avait prévu de faire ce podcast. C'était pareil dans les tout premiers épisodes, en 2018. Et il me dit, j'avais bien précisé qu'il fallait que ce soit un lieu un peu calme. Ah on peut aller, mon appart est en travaux, on peut aller dans le café là en face. C'était là, non. Donc on est allé dans son appart en travaux, mais vraiment on s'est assis dans la poussière par terre. Voilà, c'était assez rigolo. Il était finalement très content de ce setup qu'on avait trouvé, qui était un peu original. On enregistrait dans la poussière. Avec un micro, c'était drôle. J'avais reçu son ami Julien Duboué aussi pour le podcast, pour faire le lien entre gastronomie et agriculture. Et c'était sacrément folklorique, moi aussi, chez Julien Duboué. Et Nicolas, toi ?
T'as un truc à nous Et raconter? non, tu m'avais prévenu tout à l'heure et tout. Alors j'ai essayé vraiment, mais une fois de plus, hein, c'est le début. Il m'est pas arrivé grand chose. T'as pas oublié d'appuyer sur le bouton on? Même alors ça, ouais, ça, je stresse de ça à chaque fois. Non, ça aurait dû m'est être pas le arrivé. conseil qu'on donne. Mais ça va m'arriver. Hein. Et au final, ce serait pas grave parce qu'on passe quand même un bon moment. Mais non, écoute, il m'est rien arrivé d'incroyable. Non, écoute, pour l'instant. J'ai une deuxième anecdote. Pendant Voilà. le confinement, j'enregistrais par Internet quelques épisodes. Et là, ma fille tire la prise et tout coupe au milieu. Ça faisait déjà... C'était avec Fabio Ouais, de Fagio. il était bien celui-là d'ailleurs. Ah ouais, non mais il avait déjà beaucoup parlé. 1 heure, on Aïe. n'avait même pas fait la moitié. Et là, Et t'as perdu le truc? peut-être qu'on va devoir recommencer. Et j'ai réussi à le récupérer. Oh, Ah, sauvé. Bah, c'est affreusement gênant de démarrer l'interview après dire à l'invité « Ah, j'ai oublié d'appuyer sur Ah enregistrer ouais, C'est la grande La crainte de hantise, perdre ses sons. ouais. Moi, je les mets sur mon drive. Chaque fois, j'ai peur de perdre mes interviews. Bon, super. Mais merci beaucoup à tous les trois pour tous ces partages. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ça aussi, c'est toujours le moment gênant. S'il vous plaît, une question. Faut dire que c'était follement clair aussi. Hein. Moi, j'en ai une pour toi parce que tu nous as pas raconté, toi, ton anecdote Bien vu. la plus cocasse. Ah, j'en ai eu des cocasses parce que du coup je vais voir les agriculteurs. Donc déjà le plus dur pour moi c'est qu'ils me donnent rendez-vous à 7h du matin souvent et que moi j'ai habité 7 ans à Paris donc je commençais le travail à 10h. Donc quand je vais à 7h chez les agriculteurs et qu'il y en a un qui rentre de l'abattoir, il a déjà tué 3 bisons, il a eu 4 journées et moi véridique ça s'est vraiment passé à 7h, je suis un peu dans le mal. Et après non l'anecdote, je me suis retrouvée un an après avoir lancé le podcast au ministère de l'Agriculture pour interviewer Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture. Donc ça, c'était quand même quelque chose puisqu'on est parti avec mon conjoint qui est au demeurant prof de PS que j'ai amené avec la caméra, Toto et Lolo au ministère quoi, pour interviewer Julien de Normandie. Donc ça, c'est quand même resté un grand moment. Merci pour la question. Vous m'entendez? Oui. Ok. Oui. Vous parliez de vos meilleurs invités, mais est-ce que vous avez eu des invités avec qui le feeling passe si peu que l'épisode n'est jamais sorti? Moi, non. Vous? Moi, une fois, j'ai hésité, mais je l'ai quand même sorti. Et je ne dirai pas lequel. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais après, encore une fois, il y a toujours l'astuce du montage. Si vraiment il y a beaucoup de blancs et de moments gênants. Mais... Et moi je parle pour deux, donc si la personne parle pas, à la rigueur, je ferai tout seul. C'est pas grave. Non, mais en fait, une fois qu'on s'est lancé à l'enregistrer, c'est trop compliqué après de dire à l'interviewer, ben non, en fait, il a quand même donné de son temps, il est venu, il s'est livré, donc je trouve que ça serait... Enfin, moi, je me verrais pas le faire. Mais il y a le travail, c'est ce que tu disais aussi, préparatoire, c'est-à-dire d'appeler les gens avant, Oui. de comprendre si ça va le faire, et puis de bien avoir préparé son interview, d'avoir 15 000 fois trop de questions pour toujours avoir au moins une question où il y aura une réponse intéressante, et de de poser énormément de questions juste à... Enfin, moi, j'ai un truc où quand je suis avec des artistes et que je vois que j'ai pas forcément ce que je veux, j'essaye de continuer à poser des questions tant que j'ai pas une réponse qui... Ouais. Où là, je me dis, ah ok, là, ça devient intéressant, quoi. C'est être relou un peu aussi, parfois. Mais... Ah, moi, c'est faussé parce que je choisis aussi mes invités. Et il y a quelques personnes qui sont de grande notoriété, mais je choisis a priori des gens que j'ai envie d'aller rencontrer, des gens que j'ai envie d'aller interviewer. Donc, à partir de là, voilà, même si l'interview elle n'est pas tout à fait comme je veux, je trouve que ça raconte quand même, comme je disais, quelque chose de la personne, et c'est ce qui m'intéresse aussi. Et je pense que j'allais dire, je pense que c'est bien de poster quand même, parce que moi j'étais de l'autre côté. Une fois, on m'avait dit viens sur France Culture, machin et tout. Donc j'étais chaud, je l'avais dit à tout le monde. Je pense que j'avais bien fait, je sais pas, c'était intéressant, c'était sur le petit déjeuner et tout. Je raccroche, je me dis j'ai quand même bien géré le truc et tout, nice. Et ils m'ont rappelé la semaine d'après, ils m'ont dit bon, on l'a pas passé, et ils m'ont pas dit pourquoi. Et pas enregistré, en vrai, ça se trouve, ils ont pas branché. Voilà, j'ai envie de croire à cette hypothèse-là. Donc T'as coupé moi au j'étais montage. de l'autre côté de ta question et ça fait mal. Donc il faut les poster les trucs. Non, et puis en vrai, je trouve que quand les invités ils sont passionnés, enfin moi je le vois avec les agriculteurs, ils sont à fond dans ce qu'ils font. Du coup, forcément, ça devient intéressant et passionnant. Je trouve quand les gens ils sont dans leur truc, ça ressort. Il y a d'autres questions?
J'en ai peut-être une dernière. Qu'est-ce que c'est dans votre frigo qui représente le plus qui vous êtes? Enfin, dans votre frigo, pas forcément au frais, peut-être dans vos placards. Qu'est-ce qu'on a dans notre frigo qui ressemble le plus à ce qu'on... Ouais. Moi, c'est pas très compliqué. Je viens des Landes, j'aime les agriculteurs, c'est un foie gras qu'il y a dans mon frigo. Moi, je pense que j'ai pas mal de condiments et, et pas mal de sauces piquantes. J'ai toujours envie d'en acheter quand je tombe sur des sauces piquantes. Et du coup, voilà, j'ai plein de petites boîtes à moitié pleines de sauces piquantes. Et voilà. Mais c'est compliqué le frigo parce qu'il y a le Fooding qui avait fait un truc pendant le confinement justement où il demandait aux gens de poster l'intérieur de leur frigo. Donc tout le monde avait des frigos magnifiques, immenses et tout. Et moi j'avais un studio minuscule, genre les studios taille enfant là. Et je m'étais vue en train d'enlever genre le ketchup et essayer d'enlever les taches de gras et tout. Et je devais m'allonger vraiment par terre dans ma cuisine parce qu'il n'y avait pas d'espace. Et j'avais passé des heures et mon mec vraiment il me regardait avec pitié, genre vraiment qu'est-ce que tu fais quoi. Donc je pense qu'il y a toujours des trucs un peu secrets Il y a des dans trucs son frigo. qu'on quoi. n'assume pas trop. Moi, j'ai aussi beaucoup de sauces pimentées, pas très originales. J'avais une vieille... je sais pas si je devrais le dire, mais je l'ai jeté il y a une semaine. Ouais, oui. Du kimchi Ah, qu'une chef m'avait donné gentiment, que je n'avais pas fini. Ça faisait 1 an que je l'avais, donc j'ai... Voilà, Mais ça bouge pas le kimchi normalement, non? Ouais, alors là, ça sentait quand même pas très bon. Au bout d'1 an, j'ai fini par le jeter, voilà. Je sais pas si ça me raconte, mais... Nous, en fait, c'est l'absence en fait c'est l'absence dans le frigo qui nous représente parce il est vide, c'est dingue. Et je pense que les gens des fois, en plus nous, c'est complètement idiot comme truc. On a un grand frigo, mais il est vide et du coup, je sais que les gens pensent que c'est la folie tous les soirs, machin, restaurateur et tout, nanani, nanana, ça tape dans la chambre froide et tout. Rien du tout. Et je le dis à Sarah, des fois je l'ouvre et je dis mais c'est triste, je suis triste de notre situation quoi. On a un enfant en plus, il faut qu'on fasse des courses. Et non, il y a peu de choses dans notre frigo. Alors, il y a en haut, il y a toutes les bières et tout. Et ça, c'est toujours très plein. Mais donc c'est voilà, défini par ça. Un peu tristement, mais ouais, il y a un truc là-dessus quand même sur l'image du restaurateur et de son frigo. Alors je pense que il y a des gens qui pour le fooding et tout, sont allés faire des courses vite fait chez Terroir, machin. Ils ont pas coupé les fans des carottes et tout, on les garde comme ça. Mais ouais, non, en général, La on voit boîte bien de la lumière du Saint-Moret, on l'assume pas trop. Voilà, la boîte de Saint-Moret, on sait qu'elle était là, d'un coup elle est plus là. Ouais, donc non, clairement. Ouais. C'est toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Mais vrai, mais c'est vrai en plus. Ouais, carrément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est bon? Bon, mais merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette table ronde et merci à vous. Merci.